Bonjour Laurent. Bonjour. Alors on va revenir sur le procès de Nordal-Lelandais qui s'est achevé hier avec le verdict. Donc Nordal-Lelandais qui était poursuivi pour le meurtre d'Arthur Noyer qu'il avait pris en stop en avril 2017 à Chambéry. Donc l'avocate générale avait requis le maximum, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre. La défense de Nordal-Lelandais plaidait les coups mortels, c'est-à-dire l'accident, une bagarre qui aurait dégénéré. Au final, le verdict est entre les deux. Dans un cas, il risquait 30 ans, dans l'autre, il risquait 15 ans. Il a donc écopé de 20 ans de réclusion criminelle. Comment interpréter cette décision? Oui, c'est un verdict qui est tombé après 7 heures de délibéré dans la nuit, qui est un verdict un peu mi-chèvre, mi-chou. Plus proche des 15 sollicités par la défense Lelandais pour des coups et blessures, un accident, que des 30 réclamés par l'accusation, par l'avocat général, estimant que Lelandais, quand il a frappé Arthur Noyer, avait l'intention de le tuer. Alors la vérité, on la connaîtra jamais. C'est la leçon du procès. La leçon du procès, c'est que Nordal Lelandais s'est arrêté à sa vérité à lui, qui était la vérité dans l'instruction, et qui est une vérité, le procès l'a démontré, ça. Invraisemblable. Alors les jurés, dans ces 7 heures, ont dû faire face, ont dû faire avec les trous de la version Lelandais, avec ses incohérences, ses invraisemblances, et puis avec le vide des pièces manquantes, puisque si on a découvert des restes du caporal Noyer, aucune autopsie ne permet de dire dans quelles circonstances exactes il est mort. Et puis, il n'y avait que d'eux pour expliquer les raisons de la dispute alléguée par le Landais. Mais ce qu'on sait, c'est que le caporal Noyer voulait rentrer à sa caserne et que dès qu'il l'a pris en stop, le Landais a bifurqué dans une autre direction. Alors, toi, tu étais au procès la première semaine. Tu as vu Nordal-Lelandais de près, qui était dans le box des accusés. Qu'est-ce que tu as pensé de son attitude? Qu'est-ce qu'il a montré de lui-même dans ce procès? Ben, il faut bien le reconnaître, comme on dit les experts, il n'a pas beaucoup d'empathie, le Landais. Il est buté sur sa version. Sa version, elle est bancale de bout en bout. On a vu défiler tous les témoins. Arthur Noyer voulait rentrer à la caserne. Arthur Noyer ne connaissait personne dans ce village de Saint-Baldolphe où la rixe aurait eu lieu. Et en fait, comme dit le Landais, il aurait voulu monter une expédition fugitive pour récupérer son téléphone portable, pour se venger de ceux qui avaient volé 1 heure plus tôt son téléphone portable. Mais son téléphone portable, il l'avait retrouvé. Il ignorait parfaitement quels étaient les deux auteurs du vol. Ça ne tient pas. Alors c'est le génie de la défense de Lelandais d'avoir essayé d'apporter une cohérence dans sa version et d'avoir, au fond, maintenu le flou sur les circonstances. Puisque les circonstances, on les ignorera pour toujours. Je pense que les parents, la famille d'Arthur Noyer qui a assisté à ce procès, pour lesquels ça a dû être des moments épouvantables, la famille d'Arthur Noyer ne sait pas davantage après cette audience, après ces 8 journées d'audience, ne sait pas davantage ce qu'il s'est passé la nuit du 11 avril 2017. Elle ne peut pas savoir quels a été les... Elle ignore tout de ça. Et d'ailleurs, les Noyers l'ont dit 10 fois, ils l'ont dit par la bouche de leur avocat, Bernard Boulot, et puis ils l'ont dit eux-mêmes à la barre. Ils auraient voulu connaître, s'approcher d'une vérité plus réaliste, disons, que la vérité proposée par Nordal Lelandais, et qui est de bout en bout bancale. Alors, ce n'est pas le dernier rendez-vous judiciaire de Nordal-Lelandais, puisque d'ici quelques mois, il sera jugé pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, qui est survenu 4 mois après la mort d'Arthur Noyer, en août 2017, en Isère. Est-ce que le verdict de ce premier procès va peser sur ce deuxième procès qui va arriver? C'est vrai que la justice a décidé depuis l'automne 2017, quand le Landais tombe dans l'affaire Maëlys, souvenez-vous, il nie tout au début aussi. Et puis, grâce à cette arrestation qui intervient dans la zone judiciaire de Grenoble,
les enquêteurs de Chambéry, qui ont depuis 4 mois le dossier Noyer, qui ont une Audi A3 grise qui tourne et retourne. On a vu les images au procès à 3 heures du matin dans le petit centre-ville de Chambéry. Ils ont cette Audi grise. Ils savent que la personne qui a pris en stop le caporal Noyer est au volant d'une Audi grise. Et puis alors là, évidemment, en septembre, quand ils découvrent en lisant les journaux que le Landais, l'auteur de l'enlèvement de la petite Maëlys en plein mariage, a une Audi A3, et bien évidemment, ils percutent les gendarmes. Ils refont tout son téléphone. Ils se rendent compte que les bornes dans la nuit d'avril 2017, les bornes téléphoniques qui suivent les téléphones, vous savez, y compris quand ils sont éteints, celles du caporal et de Lelandais, elles se suivent vers la commune de Saint-Baldolph. Autrement dit, après coup, c'est évident. Mais sans Maëlys, d'ailleurs un enquêteur l'a dit à la barre, il n'est pas certain que Nordal Landais ait ensuite été arrêté pour le meurtre du caporal Noyer. Autrement dit, on voit bien on le sait depuis 2017, qu'il y a une séquence criminelle qui commence le 11 avril et qui, au milieu, Nordal Lelandais, il aura aussi à répondre d'attouchements sur des cousines, et qui se termine par cet enlèvement en pleine nuit d'un mariage, où Lelandais parvient à convaincre la petite de 9 ans qu'il n'a jamais vue, qu'il ne connaît pas, de monter dans sa voiture à l'insu de tout le monde, sans même prévenir sa mère qu'elle va aller se rendre voir les chiens de Lelandais. Il y a une manip dans cette nuit que le second procès de Lelandais aura à expliquer. Puisque si c'est un tour de chauffe pour Lelandais, ce premier procès du caporal Noyer, dans le procès Maëlys, ça va être une toute autre aventure pour lui qui commence. Parce que là encore, il parle d'un accident, de flash qu'il aurait eu quand la petite aurait réclamé sa maman. Mais pourquoi elle aurait réclamé sa maman, la petite? Et est-ce que la petite, il dira qu'elle lui a porté des coups comme le caporal Noyer et qu'elle a commencé? Alors le Landais va devoir faire face à des jurés à Grenoble dans ce second procès qu'il attend. On sait dès hier soir que son avocat n'a pas fait appel ou a décidé qu'il ne ferait pas appel dans le procès Noyer, ce qui en dit toujours long chez les avocats de leur satisfaction du verdict qui vient de tomber. Et puis là, Maître Jakubowicz a dit tellement vite qu'il ne ferait pas appel qu'on peut raisonnablement analyser ça comme une satisfaction du verdict. Mais dans ce deuxième procès qu'il va devoir affronter, la montagne est encore plus haute, puisqu'il s'agit d'une petite fille. Rien n'indique que cette petite fille l'ait mis en danger, le Landais, quand il l'a tuée. Et puis, il faudra aussi qu'il s'explique sur... dans sa plaidoirie, l'avocat de Nordal Lelandais a dit « Mais non, il n'a pas dissimulé les corps. Regardez, Fourniret qui dissimule les corps, Estelle Mouzin, on les cherche encore. » Enfin, quand même, le soir du 11 avril, il était, comme il dit, paniqué d'avoir tué le caporal, mais enfin, il fait quand même 35 minutes, 40 minutes dans des toutes petites routes de montagne. Ces petites routes du Tour de France qu'on ne voit que les étés pendant le Tour de France, qui sont enneigées l'hiver. Il est quand même allé faire ça, ce chemin, pour aller planquer sous des buis le corps du caporal qu'on a retrouvé parce que certainement un sanglier ou une bête avait fait rouler son crâne et que son crâne est venu un matin sur une petite route de VTT. Et qu'à 300 mètres de l'endroit où il avait été caché, un VTTiste est tombé sur ce crâne. Et au fond, sans ce crâne, on n'aurait jamais eu de corps du caporal et on serait toujours à sa recherche. Alors, tu l'as dit, dans les deux cas, dans l'affaire Maëlys et dans l'affaire Arthur Noyer, les corps ont été particulièrement dissimulés. On retrouve aussi un même mode opératoire. Ça se passe la nuit, à bord de la voiture de Nordal Lelandais, qui prend en stop Arthur Noyer, puis qui enlève la petite Maëlys en août 2017. Même mode opératoire. Est-ce qu'il aurait fallu un seul et unique procès pour juger les deux affaires? Est-ce que ça aurait changé la condamnation de Nordal Lelandais? La loi le prévoit, les procureurs généraux. En tout cas, on voit bien que dès le début de l'enquête sur le Landais en 2017, des similitudes, telles que tu viens de les pointer, apparaissent. Des corps sont planqués en forêt, à même le sol, sans être enterrés. On sait que ce sont des façons bien habiles pour faire disparaître très vite des corps, de ne justement pas les enterrer. Quand ils sont enterrés, si on les retrouve, on retrouve tout.
S'ils sont juste déposés nus en forêt comme ça, ils seront dispersés par les bêtes. Ce qui est arrivé avec le Landais, avec Noyer. Donc il y a des similitudes tout de suite. La loi prévoit que les procureurs généraux, que la Cour de cassation, dans un débat, tranche et oblige en quelque sorte des juges d'instruction dans 2 juridictions différentes à se réunir et à concentrer leur enquête. D'ailleurs, après l'affaire Fourniret, il y a eu un rapport de la chancellerie expliquant que c'était toujours mieux, quand on avait à faire face à des séries, c'était toujours mieux de concentrer les enquêtes. Et là, dans les Alpes, on sait qu'il y a cette série de Lelandais, hein, c'est indéniable. En 3 mois, il tue 2 fois. Alors, il dit par accident, c'est vrai que c'est troublant, un homme d'un côté, une petite fille de l'autre. On se dit, tiens, c'est pas... Mais il n'y a que dans les films que les tueurs en série ont une même signature, un même profil. Les tueurs en série, ils chassent. Et ils chassent, et ils tuent ce qu'ils trouvent. Donc, on ne sait pas. On sait que Lelandais, il a tué 2 fois en 4 mois. On sait aussi que dans cette région des Alpes, il y a des dizaines de disparitions inquiétantes. Rien n'indique que c'est le Landais. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas le Landais, puisqu'en tout cas, les gendarmes n'ont rien trouvé dans les autres disparitions, dans cette fameuse enquête Ariane. Mais en réalité, si la justice avait concentré ses moyens, avait concentré ses efforts plutôt que de les disperser, plutôt que de faire à Chambéry des expertises, à Grenoble des expertises, on a bien vu au procès Lelandais qu'il était toujours question de l'enquête Maëlys. Il n'y a pas eu une journée où il n'a pas été question de l'autre dossier. À un moment donné, même Lelandais s'est énervé. Il a dit « mais dans quel procès on est là ?» Donc au fond, bah oui, ça aurait été mieux que la justice concentre ses efforts et que sa justice, au-delà des 2 cas, que Lelandais n'est qu'un interlocuteur judiciaire, au fond, qu'une équipe de juges, qu'elle soit à Chambéry ou qu'elle soit à Grenoble, et probablement qu'une équipe de magistrats chargés de le juger. Là, on a saucissonné, au fond. Alors après, à l'arrivée, il sera condamné dans l'affaire Maëlys. Il n'y a pas de doute, il a reconnu qu'il l'a tué. Donc c'est une peut-être à la perpétuité. Il risque la perpétuité, peut-être, puis peu importe. On voit bien aussi que le Landais, derrière ses incohérences, il joue autre chose. Il a 38 ans. Il joue la possibilité de sortir de prison un jour, ce qui est humain, ce qui est normal, ce qui est son droit. Donc au fond, cette possibilité-là, elle est peut-être aussi un peu contradictoire avec la vérité qu'on attendrait qu'il donne aux familles. On voit bien que la vérité des familles, c'est pas son problème à Lelandais. Alors la vérité, justement, l'avocat des parents d'Arthur Noyer décrit Lelandais comme un prédateur sexuel. On n'a pas trouvé d'autres cas, d'autres affaires à rapprocher du parcours de Lelandais. Pour autant, est-ce qu'on peut exclure définitivement que Nordal Lelandais soit un tueur en série ? On sait que Nordal Lelandais, il a tué à 2 reprises en l'espace de 4 mois. On ne sait malheureusement pas les circonstances de la mort du caporal Noyer. C'est l'échec de ce procès, qu'on le veuille ou non. Ce procès n'est pas parvenu à faire sortir Lelandais des incohérences de son récit. Alors son avocat dit il faut s'en contenter. C'est une très belle défense. C'est une très belle défense, sereine, calme. Il faut dire à l'arrivée, c'est une très belle défense. Parce que Lelandais n'a pas bougé d'un demi-quart de millimètre. Sa version, ça ne va pas. Tant qu'on ne sait pas les circonstances de cette mort, on ne sait pas ce qu'il faisait là à Chambéry ce soir-là. On l'a vu, les images ont été projetées, sa voiture tournait, retournait, il a fait un tour à pied, les bistrots étaient fermés, les tabacs étaient fermés, il ne restait plus qu'une boîte de nuit où il ne se rend pas d'ailleurs. On ne comprend pas ce qu'il fait là. Et puis on sait que quelques dizaines de mètres après avoir pris le caporal Noyer en stop, à ce fameux rond-point, à la sortie de Chambéry, au lieu d'aller tout droit en direction de sa caserne, tout indique que le caporal Noyer voulait rentrer à la caserne. Tout. Eh bien, Lelandais, il est allé à droite. Voilà. Il a pris une autre direction. Et à partir de là, on ne sait rien. On sait juste que pendant 2 heures, à 5h40, il y a une autre vidéo d'un rond-point qui revoit sa voiture, qui a le coup de chance de l'enquête, c'est que
La voiture A3, l'Audi A3 de Lelandais, elle a un petit défaut d'éclairage à l'arrière de sa plaque d'immatriculation. Donc, il y a une des deux loupiottes qui ne marche pas. Donc, on est certain qu'à 5h40, c'est la voiture de Lelandais qui redescend. On ne sait rien de ce qu'il a fait pendant ces 2h40. On ne sait rien des circonstances de la mort. Rien de crédible des circonstances de la mort du caporal Noyer. Et au fond, la famille Noyer, elle repart avec cette espèce d'immense inconnu, ce grand désarroi. Et pour nous, pour répondre à ta question, tant qu'on ne sait pas les circonstances de ce crime zéro de Lelandais, de cet accident zéro, si on reprend la défense, bah, c'est difficile de dire s'il y en a eu avant. C'est difficile. Si on était persuadé aujourd'hui que c'était un accident, on pourrait dire ah ben vraisemblablement il n'y en a pas eu avant. Mais comme on est persuadé de rien, ben, au fond on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'après Maëlys, il n'a tué personne, il a été arrêté tout de suite. Et que la définition, comme l'a rappelé Jakubowicz le premier jour de l'audience, la définition du tueur en série, c'est 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette définition ? C'est quelque chose qui n'est pas écrit, je crois. C'est quelque chose qui est une forme de convention de dire qu'un tueur en série, c'est au moins 3 victimes. Pour autant, à partir du moment où il y a 2 victimes et qu'on retrouve une sorte de mode opératoire identique, est-ce que finalement, c'est pas seulement un tueur en série qui a été arrêté avant ? Ben, en fait, tueur en série, c'est un peu notre imaginaire. C'est notre imaginaire hollywoodien, des grands prédateurs américains qui ont été arrêtés et qui ont commis parce que Hollywood résume les choses, qui ont commis. C'est Seven. Seven, c'est même le tueur en série absolument caricatural, puisqu'il met même des numéros sur ses. Mais on sait qu'on est face à un phénomène sans explication, qui sont les disparitions inquiétantes. On sait que des gens disparaissent, et pourtant la famille dit ils ne sont pas suicidaires, ils n'ont aucune raison de refaire leur vie ailleurs, et ils n'ont aucune raison de disparaître comme ça, sans téléphone, sans carte bleue, sans jamais donner signe. On sait qu'on est face à ce vide. On sait que les services de police et de gendarmerie ont des efforts à faire sur les constatations à prendre dans les premières heures justement de ces disparitions qui sont problématiques, où le premier réflexe, d'ailleurs l'enquêteur de l'affaire Noyer a dit oui, pendant longtemps on pensait que pendant 48 heures, dès lors que c'est un majeur, on dit bah, il va revenir. Et on sait qu'il y a un stock de disparitions comme ça inquiétantes. Et puis comme on ne retrouve presque jamais les corps, alors, des fois on retrouve des gens qui se sont suicidés, bien sûr, des fois c'est des accidents. Encore pas longtemps, il y a une joggeuse qui était tombée dans l'Oise. Donc, mais on ne retrouve jamais les corps, parce que les corps, contrairement à une idée répandue, ça disparaît très vite, ça se dégrade très vite un corps en forêt. On ne retrouve jamais les corps, donc les familles sont toutes seules avec un point d'interrogation gigantesque. On peut penser que Michel Fourniret n'est pas le dernier tueur en série en France. Il a été arrêté en 2003, par hasard, après avoir tué pendant 20 ans sans jamais être inquiété. On peut penser que depuis Fourniret, il y a toujours des tueurs en série en France, c'est-à-dire des gens qui tuent. C'est quoi la définition du tueur en série ? C'est quelqu'un qui va prendre plaisir à tuer, qui va tuer, disons, je retire le mot plaisir, qui va tuer au hasard. Et c'est ça qui rend les enquêtes très difficiles, parce que 95% des crimes, ils ont lieu dans le milieu familial ou dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a un lien entre la victime et l'assassin, et le tueur. Le tueur en série, il n'y en a aucun lien, justement. Ce sont des gens qui naviguent, qui chassent. Donc on le sait qu'il y a probablement des tueurs en série, des gens qui tuent ou qui ont tué et qui ne sont pas arrêtés. On le sait. On le sait parce qu'en creux, il y a des disparitions inquiétantes qui sont très probablement l'œuvre de tueurs en série. Alors, ce sera ma dernière question. Longtemps, le phénomène des tueurs en série a été un peu sous-estimé par la justice. Tu as d'ailleurs publié une interview sur le site de Marianne hier de Jean Yves Charpanel, qui explique très bien comment la justice a mis du temps à reconnaître le phénomène de tueur en série, sans se prononcer sur ce qu'est vraiment Nordal-Lelandais et sur le nombre de victimes qui peut lui être attribué. Est-ce que finalement le fait qu'il y ait eu 2 procédures distinctes, 2 procès distincts, ne montre pas qu'encore une fois, la justice a du mal à appréhender un phénomène de crime sériel ? Oui, ben la justice, elle a du mal. La justice, elle a du mal dès lors qu'il n'y a pas de scène de crime.
Dès lors qu'il n'y a pas de cadavre et pas de scène de crime, bah ça patine. Ça a du mal à se mettre en route. Dans la disparition des Alpes, les années précédant l'arrestation de Lelandais, ce que la cellule Ariane a tenté de faire a posteriori, il y a des dizaines de familles qui viennent, il n'y a rien. Il y a une jeune fille qui part en scooter acheter des cigarettes, on ne la retrouve jamais. Il y a un garçon qui part en tongs faire une balade autour de chez lui, on ne retrouve jamais. Il y a Éric Forêt qui part acheter un steak charal parce qu'à la dernière seconde, il se rend compte que le frigo est plein avec son compagnon. On le voit sur la vidéo de la boulangerie et puis on ne le retrouve jamais. C'est bouleversant les disparitions quand on discute avec ces familles parce qu'elles sont face à un vide. Donc oui, le Landais, ça aurait été mieux que la justice concentre ses efforts sur le Landais, qui n'est qu'un seul interlocuteur, et que le Landais soit sous les feux d'une seule équipe. Moi, je pense ça, mais l'actualité récente nous montre que quand la justice s'est finalement dessaisie de certains dossiers pour concentrer, pour confier à un seul juge, Madame Kéris à Paris, le cas de Monique Olivier, Monique Olivier, 18 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, elle a parlé à cette juge. Et on voit bien que sans le corps d'Estelle Mouzin, sans les aveux de Fourniret, il a fallu un temps invraisemblable pour que dans cette relation mystérieuse entre une juge et Monique Olivier, Monique Olivier accepte de s'incriminer. Parce que c'est vrai que dès lors qu'il n'y a pas d'indice, dès lors qu'il n'y a pas de scène de crime, dès lors qu'il n'y a pas de cadavre, tout repose sur la parole du meurtrier lui-même. Et pour que le meurtrier lui-même il s'incrimine, il faut un travail terrible. Le même travail d'ailleurs, vous savez que quand Michel Fourniret a été arrêté par hasard en 2003, pendant un an, il ne dit rien aux policiers belges. Mais rien. D'ailleurs, à tel point que les policiers belges disent « Attention, on va arriver au délai d'un an, on va devoir le libérer ». Il a failli être libéré, Fourniret. Fourniret, qui est un immense prédateur sexuel, un monstre, entre guillemets, vu la façon dont il a violé et tué ses fillettes, et vu le plaisir pour le coup qu'il y prenait lui, Fourniret a failli être libéré parce qu'il ne disait rien et qu'il n'y avait rien. Et c'est Monique Olivier un soir, dans ce face-à-face justement avec les enquêteurs, c'est le génie des enquêteurs belges, qui savaient bien que Monique Olivier, ils avaient l'intuition que Monique Olivier, quelque chose ne tournait pas rond. Elle a avoué 10 meurtres. Et l'affaire Fourniret a commencé comme ça. Merci Laurent. Et on retrouve tes comptes rendus de procès, du procès hollandais, sur le site de marianne.net. Merci.